On est effectivement très heureuse d'être avec vous ce midi. Très heureuse de voir qu'il y a plusieurs personnes qui désirent encore entendre parler de pandémie. On sait que ça fait longtemps qu'on entend parler de la pandémie. On pense que ça reste important, donc on vous propose de le faire encore une fois ce midi, de vous parler de l'adaptation des parents en contexte pandémique. On va vous présenter deux études. Euh, Peut-être juste me présenter brièvement, Jessica Pearson, je suis professeure en psychoéducation à l'UQTR. Ma collègue Claire Baudry, que vous voyez peut-être plus là, dans votre petit encadré, qui est professeure aussi à l'UQTR en psychoéducation. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de vous présenter deux études qu'on mène. Une première, là, qui est le projet Lyon, que je dirige depuis quelques années, et une deuxième étude qu'on appelle affectueusement le projet Adaptation COVID, qui est dirigé par Claire. Donc, je vous propose là, de vous parler du projet Lyon dans un premier temps, puis je vais céder la parole par la suite à Claire pour la suite. Donc, le projet Lyon, c'est un projet qu'on mène depuis, comme je vous disais, plusieurs années, que je dirige, mais que je fais en collaboration avec plusieurs co-chercheurs qui sont tous chercheurs réguliers au CRUGEF. C'est un projet pour lequel on a demandé un premier financement à l'automne 2019, au moment où on ne savait pas que les pandémies existaient. Et on a les réponses toujours au printemps suivant. Donc, on a eu la réponse au printemps 2020, au tout début de la pandémie. Et le projet Lyon porte pas sur des questions en lien avec la pandémie, mais dans le contexte où on a démarré le projet, il a fallu l'adapter. Et on a ajouté, entre autres, des questions sur la pandémie pour bien comprendre la réalité là, des familles qu'on suivait dans le projet. Donc, le projet, en fait, le projet Lyon a recruté 509 mères, 102 pères qui remplissent très généreusement des questionnaires à différents moments. Pour la présentation d'aujourd'hui, les données que je vais vous présenter sont celles des mères. On a commencé à regarder celles des pères là, pour différents aspects, mais pas pour les choses que je vous présente aujourd'hui. Donc, les données des mères. Tous les participants ont été recrutés pendant la grossesse, compléter un questionnaire à ce moment-là. Puis, à chaque 6 mois de la vie de l'enfant, compléter des questionnaires, donc à 6, 12, 18 et 24 mois. Et maintenant, on a la chance de pouvoir les suivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Là, on a su tout récemment. Donc, on les suit maintenant jusqu'à l'âge de 5 ans. Je vous présente deux volets, en fait, en lien avec le projet Lyon. Le premier qui s'intéresse au stress maternel prénatal dans le contexte de la pandémie. On a publié en 2023 un article qui voulait documenter le vécu des femmes enceintes au Québec. Donc, c'est vraiment les données de la période prénatale chez les mères. Je vous remets en contexte, c'est des choses que vous savez certainement. On a tous vécu la pandémie. On l'a vécu différemment là, sur le plan individuel. Chacun l'a vécu à sa façon, mais on a été exposé à une situation relativement similaire. Donc, je passe rapidement, mais juste pour remettre en contexte là, que la pandémie a pu être une source de stress importante pour la population générale, entre autres en lien avec la crainte de la maladie. On a eu des épisodes où la propagation de la COVID était assez importante. Au début de la pandémie, on avait peu de connaissances aussi sur la sévérité de la maladie et pas accès à des vaccins non plus. Donc, il y avait d'une part un stress qui pouvait être lié au fait de contracter la maladie, de donner la maladie à des proches également. Il y a une autre source de stress qui est toutes les mesures socio-sanitaires qui ont été mises en place pour limiter la propagation du virus, qui ont été variables dans le temps également, qui ont inclus notamment des périodes de confinement et d'isolement. Confinement, probablement que vous vous souvenez, mais des fois, on oublie toute la distinction là, entre les différentes mesures qui étaient en place. Confinement, c'est les moments où le gouvernement a dit vous n'avez plus le droit de voir personne, on reste à la maison. Les seules personnes que vous pouvez voir, c'est votre cellule familiale proche avec qui vous habitez. Et isolement, ça réfère davantage aux périodes où soit on avait contracté le virus, donc on devait être isolé, ou on avait été en contact avec une personne qui avait la COVID, donc on devait être isolé pendant une période de 14 jours. Dans les différentes mesures socio-sanitaires, vous vous souvenez également de la fermeture des écoles, des garderies, commerces, restaurants, le port du masque obligatoire, donc plusieurs mesures qui ont été mises en place, puis qui ont demandé beaucoup d'adaptation de la part des individus.
Je vous parle du contexte spécifique au Québec à l'hiver 2021 parce que c'est à ce moment-là qu'a eu lieu, l'étude, dont je vous parle. À ce moment-là, on était je pense que c'était Omicron, donc un nouveau variant qui était, apparu, qui avait fait augmenter de façon significative la propagation du virus. On avait également, dans la province de Québec, le plus haut taux de décès là, dans tout le Canada à travers toutes les provinces. Les mesures à ce moment-là au Québec étaient particulièrement strictes aussi. On avait les mesures les plus strictes du, pays, mais dans le monde, on a eu parmi les mesures les plus strictes et une des mesures, qui était particulière à ce moment-là, c'était le couvre-feu. Donc on pouvait plus sortir de la maison après 20 heures, ce qui est, dérangeant pour plusieurs, mais ce qui a été une source de stress aussi chez les femmes enceintes. On a des femmes enceintes qui nous disaient: «J'ai peur de crever mes os après 20 heures parce que si je me rends à l'hôpital, je pourrais me faire arrêter par la police en allant accoucher». Évidemment, les policiers laissent aller les femmes qui vont accoucher, mais cette préoccupation-là de dire, «Comment je vais m'organiser? Est-ce que quelqu'un va pouvoir se déplacer pour venir garder les enfants? Puis est-ce que je vais devoir négocier avec un policier pour me rendre à l'hôpital?» C'était une préoccupation qui était, très spécifique aussi à cette période-là. Pour, poursuivre là, sur la vulnérabilité des femmes enceintes dans le contexte de la pandémie, en fait, il y avait des sources de stress plus spécifiques à cette population-là, au-delà de celles que j'ai nommées qui étaient, présentes pour la majorité de la population. En fait, juste reprendre ici, là, en dehors du contexte de la pandémie, on sait que les femmes enceintes sont plus à risque, sont plus vulnérables de vivre des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, en raison des changements hormonaux qui ont lieu pendant la grossesse, mais des changements psychologiques aussi, en lien avec la grossesse, en lien avec la préparation à l'arrivée, d'un enfant. Donc déjà, sont plus vulnérables. Et dans le contexte de la pandémie, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés aux soins prénataux, donc dans les suivis qui étaient faits, les rendez-vous qui parfois étaient annulés, parfois déplacés, étaient faits à distance plutôt qu'en présentiel. Il y a plusieurs études qui rapportent aussi, que le nombre, par exemple, d'échographies de croissance fœtale a diminué beaucoup là, dans les premiers mois de la pandémie. Les femmes enceintes, étaient craintives également en lien avec le virus, donc devaient avoir des suivis médicaux dans les hôpitaux, avaient peur de contracter le virus en se rendant à l'hôpital. Toute la notion aussi de transmission verticale, donc le fait qu'une femme enceinte que la COVID pouvait le transmettre à son fœtus et donc que l'enfant pouvait naître, avec la COVID. On ne savait pas à quel point c'était dangereux non plus pour le nouveau-né, donc il y avait toutes ces préoccupations-là aussi. Un dernier élément là, qui était important dans le contexte, de la pandémie, c'était en lien avec la préparation à la naissance. Beaucoup de femmes qui, rapportaient, avoir peur de ne pas être préparées à l'accouchement, parce que, elles avaient moins eu accès aux cours prénataux, entre autres. Et beaucoup de femmes qui rapportent avoir changé leur plan de naissance aussi, avoir choisi, d'accoucher à la maison plutôt que d'accoucher à l'hôpital, avoir changé leur plan pour qui vient garder les enfants plus vieux, quand c'est le moment d'accoucher, alors que normalement personne n'a le droit de rentrer dans la maison. Donc plusieurs, sources de stress, particulières pour les femmes enceintes. Au moment où on a réalisé, l'étude, il y avait quelques études là, qui documentaient une augmentation du stress maternel prénatal depuis le début de la pandémie. Ces études-là, avaient été faites vraiment au tout début de la pandémie, dans les premiers mois là, mars, avril, mai, 2020. Et une des questions qu'on avait, c'est est-ce qu'un an plus tard, ce stress-là est toujours présent dans l'espèce de chronicité du stress, les variations dans les mesures, donc ça, est-ce qu'on peut le documenter? Et il y avait très peu d'études, là, une seule, à ce moment-là, auprès des femmes enceintes au Québec. Donc les objectifs de l'étude, c'était de documenter le stress maternel prénatal des femmes enceintes au Québec, et d'examiner aussi les facteurs qui sont associés, aux variations du stress maternel prénatal. Je vous présente, rapidement les participantes. Vous voyez ici, là, on a 180 mères qui ont complété les questionnaires. C'est un sous-échantillon, là, qui avait été, recruté entre janvier et mai 2021, donc vraiment dans le plus gros des mesures socio-sanitaires. C'est important de mentionner que l'échantillon est très favorisé, donc c'est possible que les résultats qu'on obtient ne soient pas applicables ou même pas du tout applicables à des populations qui seraient plus vulnérables, donc c'est important de garder en tête.
Les mères de l'échantillon avaient en moyenne 30 ans, 98% étaient en couple, près de 70% avaient une formation universitaire et le revenu familial annuel médian se situe entre 100 000 et 150 000 $. On a 3 indicateurs du stress maternel prénatal. En fait, on en a utilisé 3. Le premier, c'est la mesure de stress psychologique, qui est un inventaire là, de 9 items qui nous permet d'avoir une mesure de stress plus générale. Puis on a 2 questions qui sont plus spécifiques par rapport à la pandémie, ce qui était très peu documenté aussi, là, le stress vraiment lié à la pandémie. Donc, une première question, on a demandé aux participants de nous dire sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous percevez que la pandémie a un impact sur votre grossesse. Ça peut être des rendez-vous annulés, déplacés, le fait de ne pas pouvoir être accompagné au rendez-vous, parce que c'était aussi une mesure qu'on avait au Québec. Donc, aller à l'échographie toute seule, pas pouvoir recevoir de soutien là, de la part de la famille. Donc, à quel point vous considérez là, que ça a un impact? Et on avait une dernière question qui était pas en lien avec la grossesse, mais vraiment plus générale par rapport à la pandémie. À quel point vous vous sentez stressé par rapport à la pandémie? Puis on sait autour de nous que c'était très variable aussi. Donc, on a demandé aux femmes enceintes là, à quel point elles étaient stressées. Premier résultat pour notre mesure de stress plus générale, il y a 15,7% des femmes enceintes qui rapportent un stress général très élevé, ce qui n'est pas très élevé comme prévalence. Là. Ce pourcentage-là n'est pas très, très haut. Là où on voit qu'il y a plus de stress, les femmes enceintes là, nous disent 79% des participantes de l'échantillon disent que la pandémie a eu un impact modéré à élevé sur leur grossesse. Donc, on est vraiment dans une tendance où la vaste majorité des mères perçoivent que la pandémie a un impact sur la grossesse. Pour notre dernière question, à quel point vous êtes stressé par rapport à la pandémie? Presque 83% des mères nous disent être un peu ou modérément stressées. Donc, pas très stressé, mais l'impact perçu là, qui est plus élevé, l'impact perçu de la pandémie sur la grossesse. Finalement, dans cet article-là, on a voulu regarder les prédicteurs du stress maternel prénatal. Donc, on a ici là, tous les facteurs qu'on a considérés qui nous permettraient de comprendre que certaines mères sont plus stressées ou sont moins stressées sur nos 3 indicateurs. Donc, le MSP, c'est notre mesure de stress plus générale. Ici, on a l'impact perçu de la pandémie sur la grossesse et ici, le stress plus général en lien avec la pandémie. Donc, je ne vous présenterai pas tous les chiffres, là, c'est certainement pas l'objectif de la présentation, mais juste vous dire ici, on a considéré des variables qui sont plus propres à la mère, des variables individuelles, des variables plus en lien avec la grossesse, puis des variables en lien avec la pandémie. À ce moment-là, en fait, les mères n'avaient pas été exposées beaucoup à la pandémie, moins que ce que je vais vous présenter là, dans un instant. Et donc, on a seulement ces variables-là. Ce qu'on voit pour le stress plus général, en fait, là, je vous passe assez rapidement, là, mais c'est que les mères qui sont plus âgées sont moins stressées. Donc, les mères plus jeunes seraient plus stressées. Les mères qui ont déjà d'autres enfants, puis ceux qui ont des enfants, vous trouverez ça pas surprenant comme résultat. Les mères qui ont déjà des enfants rapportent plus de stress. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les mères qui ont vécu plus de semaines de confinement pendant la grossesse et qui ont effectué un test de dépistage pour la COVID rapportent un niveau de stress plus élevé aussi. Ici, pour ce qui est de l'impact de la pandémie sur la grossesse, les mères qui n'ont pas d'enfants rapportent que la pandémie a plus d'impact, possiblement parce que c'est la première fois qu'elles sont en train de vivre toutes ces étapes-là et que ce n'est pas nécessairement comme ça à quoi elles s'attendaient. Les mères qui ont vécu des malaises, des complications pendant la grossesse rapportent moins d'impact de la pandémie sur la grossesse. Ici, possiblement parce que ces mères-là ont eu accès aux soins prénataux là, de façon plus régulière. Et les mères qui ont consommé de l'alcool en période prénatale rapportent aussi un impact perçu de la pandémie sur la grossesse plus important. Pour ce qui est de la COVID, le fait qu'un membre de la famille proche ait eu la COVID augmente le stress des mères aussi. Ici, en fait, là, le modèle global là, qui veut prédire le stress lié à la pandémie n'est pas significatif. Donc, quand on prend toutes nos variables ensemble, c'est comme si on n'arrive pas à bien prédire le fait qu'une mère nous dit être plus stressée par la pandémie, puis une autre nous dit qu'elle l'est moins.
Donc globalement, là, on n'arrive pas à bien comprendre ces éléments-là. Mais ce qu'on voit quand même, là, c'est que, le fait d'avoir, un membre de la famille proche qui a eu la COVID est associé à plus de stress, heu, en lien avec la pandémie. Donc la première étude, ce qu'on voit, c'est que pour les mesures de stress plus générales, ce stress-là semble pas particulièrement élevé chez les femmes enceintes. Donc nos 2 mesures de stress plus globales ou de stress, en lien avec la pandémie. Le taux de mamans qui nous rapportent un stress élevé, est pas, très élevé encore une fois. Donc c'est possible que les mères se soient habituées. Ça fait 1 an que la pandémie est commencée. Peut-être que les mères se sont habituées puis sont capables de s'adapter aussi, aux différentes mesures qui sont en place. Mais ce qu'on voit, puis ce qui semble particulièrement important pour comprendre le vécu des femmes enceintes au Québec, c'est la mesure de stress spécifique à la grossesse dans le contexte de la pandémie. Donc, les mères nous disent: «La pandémie a un impact important sur ce que je suis en train de vivre comme future maman, comme maman qui attend un enfant». Donc là, le niveau de stress est plus élevé. Puis c'est vraiment important de considérer, l'impact des mesures, dans les hôpitaux là, pour bien comprendre le vécu des femmes enceintes. Je vous présente dans un deuxième temps, des résultats préliminaires. Donc pour le webinaire, là, on a voulu aller voir un peu, mais une fois que l'enfant est né, comment vont les parents? Donc on a pris les mesures qu'on avait dans le projet à l'âge de 6 mois, les questionnaires que les mères ont complétés et on a voulu, décrire d'abord l'exposition à la COVID-19. Donc est-ce que pendant les premiers mois de vie, les parents ont été exposés plus ou moins à la COVID, et les familles? Et examiner comment l'exposition à la COVID est associée à l'adaptation des mères. Ici, on a l'échantillon, presque complet là, avec quelques données manquantes, donc 446 mères. Les enfants sont nés entre janvier 2021 et mars 2023, donc sur une période de 2 ans. Vous savez comment il y a eu des variations dans les mesures, dans la propagation du virus, mais ça nous permet d'avoir un portrait là de ça, en mesurant l'exposition. 57 des enfants sont des garçons, 43 des filles et l'âge moyen quand les mères ont complété les questionnaires, là, les enfants étaient âgés en moyenne de 6,12 mois. Je passe rapidement, là, mais juste vous mentionner, on a demandé aux mères, depuis la naissance de votre enfant, est-ce que vous avez vécu les événements suivants, en lien avec, la COVID? Je les reprends, là, parce que je vais vous présenter les résultats, je vais les prendre un par un. Pour l'adaptation du parent, on a nos 3 mêmes mesures que je vous ai présentées en prénatal, mais on leur demandait depuis la naissance de l'enfant et on a une mesure de dépression et d'anxiété. Donc si on regarde maintenant à quel point les familles ont été exposées à la COVID-19 dans les premiers mois de vie de l'enfant, 27 rapportent avoir vécu au moins une période de confinement et 27 rapportent aussi une période d'isolement, au moins une période d'isolement. C'est pas nécessairement les mêmes, là, c'est pas nécessairement le même 27. Pour le confinement, les mères, quand elles en ont vécu un, c'était entre 0 et 20 semaines dans les premiers mois de vie de l'enfant, en moyenne 3,38 et l'isolement entre 0 et 6 semaines, en moyenne, 1,86, là, près de 2 semaines. Ici, on a demandé aux mères: «Depuis la naissance de votre enfant, avez-vous vécu les choses suivantes, oui ou non?» Les mères nous ont dit, à 51 qu'elles avaient fait elles-mêmes un test de dépistage pour la COVID. 22 des mères ont eu la COVID pendant les premiers mois de vie de leur enfant. 29 des enfants, ont été testés pour la COVID et 16 ont eu la COVID. Il y a seulement 0,9 des enfants là, qui ont été hospitalisés en lien avec, la COVID, là, c'est 4 enfants de notre échantillon. On a demandé: «Est-ce qu'un membre de votre famille proche qui a eu la COVID, depuis la naissance de l'enfant?» Ici, en dehors de la mère et de l'enfant évidemment, ici près de 34 0,9 des membres de la famille, qui ont été, hospitalisés, donc encore une fois là, dans 4 familles de l'échantillon, c'est arrivé et le décès d'un membre de la famille, ça peut être plus éloigné aussi, ça pourrait être les grands-parents, par exemple. 0,4 ici, c'était deux familles à qui c'était arrivé.
Si on compile ces événements-là que les mères puis les familles ont vécu depuis la naissance, en fait, il y a 36 de l'échantillon qui ont vécu aucun de ces événements-là, pas de confinement, pas d'isolement, pas de test, personne qui a eu la COVID dans la famille. Et plus on augmente, là, plus ça diminue. Mais en moyenne, là, dans les 6 premiers mois de vie, les mères ont vécu 2 événements là, de ceux qui étaient rapportés. Maintenant, comment vont les mères dans ce contexte d'exposition variable à la COVID? Ce qu'on voit pour notre mesure plus générale de stress, c'est qu'il y a 28,1 des mères qui rapportent un stress très élevé. C'est la même mesure que je vous ai présentée tantôt. Dans la grossesse, c'était autour de 15 qui rapportaient un stress élevé. Donc, on voit une augmentation presque du double. Évidemment, là, on a plus de mères dans l'échantillon. Ce n'est pas juste les mêmes mères, mais on voit qu'il y a une augmentation ici. On a posé la même question, à quel point vous percevez que la pandémie a un impact sur votre vie depuis la naissance de l'enfant? Et là, on voit une tendance qui est vraiment différente, où on voit vraiment un décalage vers le bas. Tantôt, la majorité des mères étaient ici, puis là, on voit que la majorité nous rapporte que la pandémie a un impact très faible à modéré sur leur vie depuis la naissance. On voit le même décalage ici pour le stress ressenti par rapport à la pandémie. Tantôt, on était plus dans un peu modérément, mais ici, là, près de 75 des mères de l'échantillon qui nous disent être aucunement stressées ou un peu stressées par rapport à la pandémie. Dernier indicateur de l'adaptation des mères, on avait une échelle de dépression, une échelle d'anxiété. Les mères devaient rapporter sur plusieurs symptômes là, à quel point ça correspondait à leur vécu, entre 0, pas du tout, et 4, extrêmement. Et quand on compile ces résultats-là, puis qu'on regarde le score moyen que les mères ont obtenu, pour l'indice de dépression, on est à 0,84, donc on s'approche du 1 un peu. Donc, l'indice est faible et l'indice d'anxiété, en fait, est encore plus faible à 0,29 ici. On est très près de pas du tout. Ce qui est une excellente nouvelle. Donc, les mères rapportent très peu de symptômes dépressifs ou de symptômes anxieux. Maintenant, comme on l'a fait tantôt, là, on a voulu comprendre, est-ce que ici, nos prédicteurs, là, est-ce que les différents événements que les familles ont vécus en lien avec la COVID nous permettent de prédire l'adaptation des parents? Donc, est-ce que les parents sont plus ou moins stressés, anxieux, déprimés quand ils ont vécu plus ou moins d'événements liés à la pandémie? Donc, nos événements sont ici. Puis là, on essaie de prédire chacun des indicateurs de l'adaptation des parents. Première chose, l'exposition à la pandémie est associée à l'ensemble des indicateurs d'adaptation des parents, sauf au stress ici. Donc, notre mesure plus générale de stress, celle qui a augmenté en fait. Ici, là, c'est pas associé. Donc, l'exposition à la pandémie ne nous permet pas de comprendre le stress qui est vécu de façon générale par les mères. Pour tous les autres, c'est significatif. Puis, ce que je veux faire ressortir, là, c'est vraiment ici les prédicteurs qui semblent les plus pertinents, les plus importants pour prédire l'adaptation des parents. C'est le confinement qui prédit tous nos indicateurs. Donc, les mères qui ont vécu un confinement pendant les 6 premiers mois de vie de leur enfant rapportent plus de stress, plus de dépression, plus d'anxiété. Et l'autre indicateur qui semble important, c'est le fait d'avoir effectué un test de dépistage de la COVID-19 à son enfant qui prédit aussi plusieurs des indicateurs. Donc, les mères qui ont fait un test de dépistage rapportent plus de difficultés d'adaptation. Donc, pour ce deuxième volet, ce qu'il faut retenir, c'est que les mères vont généralement bien. Vous l'avez vu avec les différents indicateurs. C'est vraiment intéressant comme constat parce que ces mères-là vont généralement bien dans le contexte de la pandémie, qui est exigeant, mais vont généralement bien aussi dans le contexte où elles sont en train de s'adapter à la vie avec un nouvel enfant qui est aussi très exigeant. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre échantillon qui, encore une fois, là, est favorisé. Donc, c'est important à garder en tête. On a vu que le niveau de stress général est plus élevé que ce qu'on avait pendant la grossesse. Et c'est vraiment intéressant de voir que toutes nos mesures d'exposition à la pandémie n'arrivent pas à expliquer ce facteur-là. Donc, l'augmentation du stress ne semble pas liée à la pandémie, mais pourrait peut-être être liée davantage aux exigences du rôle de parent et des fois du nouveau rôle de parent là, quand c'est le premier enfant.
Puis même si les mères vont bien, c'est important de garder en tête que l'exposition à la COVID-19 est liée à l'adaptation, particulièrement le confinement, le fait d'effectuer un test de dépistage à l'enfant. Donc, c'est important de rester sensible au vécu des parents avec un nouvel enfant, pour qui les exigences sont déjà nombreuses. Donc, quand on ajoute des exigences, on voit que c'est lié à leur adaptation aussi. Donc, même s'ils vont bien, on pourrait prendre des moyens là, pour les accompagner un peu mieux. Donc, je ferme mon partage sur cette diapo. Je cède la parole à ma collègue Claire pour la suite. Alors, bonjour à tous. Je vais débuter donc la présentation de la deuxième partie de la rencontre aujourd'hui. Donc, merci Jessica de nous avoir parlé de l'adaptation des parents en période en fait d'attente de l'enfant, puis avec leur jeune bébé. Dans le contexte de la suite de la présentation, je vais vous parler davantage de l'adaptation des parents qui ont des enfants qui sont un peu plus âgés, soit de 5 à 17 ans. Avant de débuter, je tiens à remercier vraiment l'ensemble des chercheurs puis l'ensemble des étudiants aussi qui ont contribué à ce projet. On se retrouvait comme tout le monde en fait dans une période en début de pandémie quand on a commencé le projet, dans une période un peu flottante où on se demandait comment est-ce qu'on allait réagir à cette situation-là. Puis tous les chercheurs se sont mobilisés, puis les étudiants également pour développer un projet, puis le mettre en place. Et je remercie la participation et la contribution de chacun dans cet effort-là. Aujourd'hui, dans le contexte du webinaire, je souhaite aussi remercier la contribution toute particulière de Marjorie Simard, qui travaille avec moi dans le contexte du programme CRUGEF pour cet été, qui a contribué de façon vraiment importante à la présentation d'aujourd'hui. Je remercie également Geneviève Ouellette, qui est aussi doctorante comme Marjorie en psychologie à l'Université Laval, puis Geneviève à l'UQTR, donc doctorante en psychologie, toutes les deux qui ont aussi, donc Geneviève a contribué à la présentation et au projet aussi globalement, notamment dans la collecte de données. Et je remercie aussi Chloé Dion qui travaille avec nous maintenant depuis plusieurs années. Je parle de avec nous parce qu'elle travaille avec Jessica également dans le contexte de la rédaction de sa thèse et elle a travaillé aussi principalement sur l'adaptation des parents en contexte pandémique. Donc, simplement, en fait, pour restituer un petit peu le contexte dans lequel on a débuté le projet, puis des éléments qui se sont avérés confirmés par la littérature par la suite, on se trouve dans un contexte très particulier avec l'arrivée finalement du virus qui peut provoquer, oui, la maladie, mais au-delà de ça, peut aussi provoquer le décès chez les personnes qui en sont atteintes. Conséquemment à cette espèce de constat finalement où la dangerosité du virus, différentes périodes de confinement ont été mises en place et notamment en mars 2020, exactement, en mars 2020, on s'est retrouvé face à une première période de confinement où les gens devaient travailler à la maison et les enfants devaient poursuivre leur scolarité ou tout du moins être retirés au départ de l'école pour une période qui ne devait pas être aussi longue que ce qui avait été ou ce qui s'est finalement passé. Mais les enfants et les parents se retrouvent à la maison isolés d'une certaine façon. Ça demande une grande adaptation aux parents, une grande réorganisation et cette réorganisation se veut rapide et très exigeante. On peut donc penser que ça pourra avoir quand même des répercussions sur leur adaptation. Le confinement est également associé à une diminution du soutien social et du soutien familial, d'autant plus dans un contexte où les parents pourraient avoir davantage besoin. On peut penser par exemple aux grands-parents qui sont à ce moment-là plus disponibles pour pouvoir venir soutenir et garder les enfants pendant que les parents travaillent. On peut aussi penser que on n'a pas de gardienne de disponible pour pouvoir donner ce coup de main-là, ou encore des amis qui pourraient venir puis aider la famille. Donc, il y a quand même une perte importante là, de soutien à ce niveau-là. On a aussi dans ce contexte-là une diminution des ressources, qu'elles soient financières, avec la possibilité notamment de perdre un emploi ou encore même alimentaire. Les banques alimentaires ne sont plus disponibles ou n'ont plus la possibilité de soutenir les familles comme elles le font habituellement. Et on peut penser aussi au milieu scolaire qui, dans certains cas, offre des collations à l'école ou encore le petit déjeuner à l'école, ce qui fait en sorte que les parents vont devoir pallier à ce manque-là d'une certaine façon et pourrait un peu aussi, à ce moment-là, solliciter l'organisation qui est en place habituellement et qui va devoir être ajustée. On peut donc penser
que dans ce contexte-là, puis ça a été vérifié de façon nationale et internationale, mais que les parents vont présenter différentes inquiétudes, un certain niveau de stress et voire des difficultés d'adaptation et même de santé mentale dans certains cas. On peut penser à ça et on peut penser à ça d'autant plus si les enfants présentent des besoins particuliers, notamment des problématiques associées à des pathologies psychodéveloppementales ou neurodéveloppementales telles le TDAH, TSA ou encore d'autres besoins particuliers tels la douance qui semble peut-être moins euh, on pourrait dire peut-être problématique, mais qui demande aux parents quand même beaucoup d'adaptation dans le soutien que les familles doivent apporter aux enfants, et notamment dans un contexte de scolarisation à la maison. Certaines familles, à l'inverse, vont plutôt prendre positivement cette période-là et la voir comme une période pendant laquelle ils vont pouvoir développer les liens avec leurs enfants et profiter de faire certaines activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ou encore l'occasion de faire quand ils sont surchargés avec les déplacements et le travail à l'extérieur. Donc, on voit qu'on peut avoir deux façons de concevoir cette période de temps, mais que la réorganisation et l'adaptation est quand même grandement sollicitée, peu importe la perspective que les parents ont de leur côté. L'objectif du projet était à ce moment-là de documenter l'adaptation des familles, que ce soit les parents et les enfants. On souhaitait voir un peu comment est-ce qu'ils évoluaient pendant la pandémie. L'idée étant qu'on n'avait pas tant de mesures préalables avant la pandémie, on souhaitait davantage documenter les trajectoires et documenter comment les parents s'ajustaient au fil de la pandémie. Donc aujourd'hui, je vous propose plus spécifiquement d'aborder l'adaptation des parents en lien avec des indicateurs de santé mentale, de stress, mais aussi de fonctionnement familial au fil de la pandémie avec 4 temps de mesure. Et puisque sans enfants, on n'a pas de parents, je vous propose aussi de présenter quelques données d'adaptation psychosociale des enfants au fil de la pandémie, notamment en lien avec les besoins particuliers de certains enfants, à savoir si cette particularité pourrait faire en sorte que la trajectoire des parents puisse être influencée par les besoins que pourraient avoir ces enfants-là. Donc, l'échantillon initial était composé de 536 participants. Aujourd'hui, je vous présente un échantillon plus restreint qui est composé de 386 participants, tout simplement parce que certains participants avaient complété seulement un temps de mesure ou même une partie d'un temps de mesure et donc ne nous permettaient pas d'imputer suffisamment les données pour pouvoir vous présenter les trajectoires aujourd'hui. Donc, on a conservé les participants pour lesquels on pouvait imputer des données de façon fiable et ainsi réaliser les trajectoires. Les parents sont composés de 98% de mères, donc c'est les mères en grande majorité qui ont répondu au questionnaire. Elles sont les mères d'enfants âgés en moyenne de 10,44 ans. Concernant l'âge, ce qu'on voit, c'est qu'on a presque la moitié des parents qui sont âgés de 40 à 49 ans. Et on a une grande partie aussi des autres parents qui sont âgés de 30 à 49 ans. On a donc une fourchette d'âge qui se situe entre 30 et 49 ans majoritairement. La plupart des familles sont biparentales. On a donc 2 parents qui sont présents à la maison. Ça peut être quelque chose d'important dans le contexte de pandémie où on veut peut-être se répartir les tâches et notamment le soutien à apporter aux enfants. 72% des parents ont un diplôme universitaire et le revenu familial se situe à 76 000 $ et plus pour 70% de nos familles. Donc, pour illustrer les différents indicateurs auxquels on s'est intéressé pour les parents, donc on avait tout d'abord un questionnaire sociodémographique qui nous permettait de retracer l'ensemble des caractéristiques aussi bien des enfants et des parents, donc des questions assez courantes comme l'âge, le genre, quelle était la profession des parents, les salaires, ces choses-là. Et on avait par la suite des questionnaires beaucoup plus spécifiques qui ciblaient des indicateurs, donc de dépression, d'anxiété et d'hostilité chez les parents. On avait des indicateurs en lien avec le stress psychologique des parents et aussi le fonctionnement familial général. Donc, j'y vais avec les indicateurs là qu'on vous rapporte plus précisément aujourd'hui. Ce qui est intéressant de savoir, et puis Jessica l'a nommé d'une certaine façon déjà tout à l'heure, c'est que les indices de dépression, anxiété, hostilité vont être mesurés à l'aide d'un score moyen qui se situe entre 0 et 5, en sachant qu'à 0, c'est l'absence de problématiques ou de symptômes, et qu'à partir de 1, puis jusqu'à 5, on va avoir une croissance finalement de la présence des symptômes, en sachant qu'à 1, on est avec une symptomatologie relativement faible.
Pour le stress psychologique, on a cumulé les scores. Et on peut garder en tête qu'un indicateur autour d'un score de 40 et supérieur à 40, ça serait un indicateur d'un stress qui serait plus important et qui pourrait conduire à plus de difficultés d'adaptation pour les parents. Au niveau du fonctionnement familial général, le score moyen calculé se situe entre 0 et 4, en sachant que plus le score est élevé, plus il est significatif d'un dysfonctionnement familial. Quand on regarde après les données sur les enfants, on a choisi de vous présenter aujourd'hui le CBCL et notamment les comportements intériorisés et extériorisés. L'intérêt du CBCL, c'est qu'on a des scores T, donc qui nous permettent de comparer nos enfants à la population plus générale et donc d'avoir un seuil, notamment, qui nous permettent de situer l'enfant comme étant à risque ou encore cliniquement significatif, en sachant que je vais indiquer là dans les tableaux les seuils à risque et significatifs pour que vous soyez à même de bien juger de la situation des enfants et de l'intensité des problématiques qui sont présentes. Dans le contexte du projet, on a été chanceux d'avoir 4 temps de mesure, ce qui nous permet vraiment d'avoir une perspective sur plus de 2 ans, presque 2 ans et demi. On a commencé donc en mai 2020, janvier 2021, juin 2021 et on a pris un dernier temps de mesure en juin 2022. Ça serait vraiment intéressant si jamais parmi les étudiants qui sont présents, quelqu'un voulait aller chercher un dernier temps de mesure, d'avoir cette perspective-là à plus long terme. Je trouvais ça intéressant que Jessica ait des données là, qui a jusqu'en mars 2023, mais ça pourrait être très intéressant là, de pouvoir comparer ces différents temps de mesure à une nouvelle mesure cette année ou l'année prochaine. Ça reste ouvert. Donc, dans le contexte de la présentation aujourd'hui, on en revient à ça quand même, on présente des analyses de trajectoire qui sont préliminaires et qui ont été réalisées à l'aide de régression à modèle linéaire mixte. Donc, pour débuter, un premier élément qui est important, donc on rapporte la santé mentale ici des parents et leur adaptation à l'aide de 3 indicateurs, hostilité, anxiété et dépression. Pour ce qui est de l'anxiété et de l'hostilité, on remarque immédiatement, grâce à nos scores moyens qui sont identifiés à gauche, donc on est autour de 0,5 à peu près comme score moyen, ce qui est vraiment faible. Quand on regarde ensuite la dépression, on est avec un score moyen qui tourne autour de 1. On voit qu'on a une variation qui est peut-être un petit peu plus importante que pour anxiété, hostilité, mais on a un score qui est faible malgré tout. Donc le même constat que Jessica, nos parents vont relativement bien dans le contexte de l'échantillon ici présent. Un élément important, et toute notre trajectoire, en fait, les modèles d'analyse sont significatifs. On voit une diminution des symptômes ou des indices au temps 3. Donc, on a une diminution de l'hostilité, une diminution de l'anxiété et une diminution de la dépression, même si ça n'est pas flagrant parce qu'on n'a pas une grande variation finalement dans nos scores. On a une différence significative qui nous indique une diminution des difficultés légères qui sont présentées au temps 3. Pour ce qui est maintenant du stress, on voit un petit peu la même courbe avec une présence modérée, faible à modérée d'indicateurs de stress. Et on a une diminution au temps 3 avec ici une remontée au temps 4. Ce qui est quand même intéressant et ça va être intéressant de regarder ensemble par la suite qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'au temps 3, on a cette remontée alors qu'on se retrouve au mois de juin 2022 et qu'il me semble qu'on est presque en fin de pandémie. C'est intéressant de voir qu'on a aussi le même constat au niveau du fonctionnement général familial. On a des scores qui sont relativement intéressants dans le sens où les familles semblent bien s'adapter et bien fonctionner dans le contexte de la pandémie. Et on a une légère augmentation qui ne nous conduit pas à signifier qu'on a un dysfonctionnement familial, mais plutôt peut-être quelques difficultés qui sont présentes davantage au niveau, si on regarde plus particulièrement les différents indices, peut-être au niveau de la résolution de problèmes. Là, il semble y avoir quelque chose qui pourrait se passer où les parents et les enfants ont un petit peu plus de difficultés à trouver des solutions en présence de problèmes qui pourraient se présenter dans la famille. La communication, les rôles de chacun demeurent quant à eux relativement stables et fonctionnels. Je rappelle, puis c'est important de bien souligner le fait que ça demeure fonctionnel malgré le fait qu'on ait une légère variation ou une hausse au 4e temps. Considérant ces résultats, considérant les variations, même si elles sont faibles,
je me suis demandé, en fait, on s'est demandé, est-ce que certains enfants ou certains parents pourraient présenter des trajectoires d'adaptation différentes de celles de certains parents, ou du moins, est-ce qu'il pourrait y avoir une variation dans l'adaptation de certains parents versus d'autres? Et en regardant notre échantillon, puis c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté avec les co-chercheurs aussi dans le contexte des premiers écrits qui ont été publiés dans le contexte de ce projet-là, on avait un pourcentage très élevé d'enfants qui présentaient un diagnostic ou encore une identification d'une particularité. 38%, c'est quand même relativement élevé. Et ça nous a permis d'établir, entre autres, que les enfants qui présentent un TDAH ou encore les enfants qui présentent une double exceptionnalité sont des enfants qui étaient plus à risque de présenter des difficultés d'adaptation, notamment intériorisées et extériorisées, au temps 1. Donc, on constatait qu'il y avait plus de dépression, plus de symptômes d'anxiété, plus de difficultés d'attention et plus de difficultés de sommeil chez ces enfants-là comparativement aux autres enfants. On peut donc penser que dans ce contexte-là, l'adaptation des parents pourrait être peut-être plus difficile considérant les besoins de ces enfants-là, et on pense notamment à l'accompagnement scolaire, mais aussi à la vie quotidienne finalement avec ces enfants, notamment dans un contexte où on est à la maison. Dans le contexte du projet, quand on parle du 38%, puis c'est important de le préciser à ce stade-ci, on a jumelé aussi des enfants qui présentaient un TSA, les enfants qui présentaient dysorthographie, dyscalculie ou encore des troubles moteurs. Puis, on intègre aussi les enfants qui présentent une douance. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'identification ou encore diagnostic, considérant que la douance peut être identifiée, mais ne correspond pas à un diagnostic. Donc, tous ces enfants-là présentent certains besoins particuliers qui pourraient changer la trajectoire d'adaptation des parents. En lien avec ça, j'ai quand même aujourd'hui une diapo qui présente l'adaptation et la trajectoire des enfants en distinguant ceux qui ont des besoins particuliers de ceux qui n'en ont pas, pour venir mieux comprendre ou du moins mieux alimenter notre réflexion tout à l'heure sur les trajectoires qui se distinguent chez les parents à partir de cet élément-là et de la distinction qu'on fait chez les enfants. Premier élément important, et un peu comme pour les parents, ce qu'on voit, c'est qu'on n'atteint pas des seuils significatifs de problématiques, aussi bien pour les enfants à besoins particuliers que pour les enfants qui n'ont pas de besoins particuliers. Donc ça, c'est un élément important. Aucun des enfants n'atteint le seuil à risque ou un seuil problématique en lien avec une des problématiques internalisées ou externalisées. Par la suite, on voit tout de même qu'on a une distinction qui est claire entre nos enfants à besoins particuliers et nos enfants qui n'ont pas de besoins particuliers. Les enfants à besoins particuliers présentant tout de même plus de symptômes intériorisés que les autres, et cela est vrai aux 4 temps de mesure. Les enfants ne se distinguent pas, par contre, sur les comportements extériorisés, ce qui nous laisse penser que aussi bien les enfants qui présentent des besoins particuliers que les autres enfants n'ont pas ni plus ni moins de problèmes extériorisés aux différents temps de mesure. Quand on regarde maintenant les trajectoires des parents dont les enfants ont des besoins particuliers ou n'ont pas de besoins particuliers, c'est intéressant de voir que ces parents-là ne se distinguent pas ni sur l'anxiété, ni sur la dépression, ni sur l'hostilité et ni sur le fonctionnement familial. Donc, le fait d'avoir un enfant à la maison qui présente des besoins particuliers n'oriente pas la trajectoire d'adaptation des parents sur ces indicateurs-là. Un élément intéressant maintenant, c'est la trajectoire de stress des parents qui diffère quand les enfants ont des besoins particuliers versus quand les enfants n'en ont pas. On voit ici qu'on reste, encore une fois, dans des trajectoires qui ne sont pas inquiétantes, où on a la présence de stress qui est faible à modérée pour les 2 groupes de parents. Toutefois, on voit clairement 2 trajectoires différentes, avec une trajectoire pour les enfants à besoins particuliers qui reste très stable au travers du temps, et une trajectoire pour les parents qui n'ont pas d'enfants à besoins particuliers qui diffère clairement au 3e temps de mesure et au 4e temps de mesure. On a donc une chute relative au score moyen des parents, mais on a une baisse des indicateurs de stress au temps 3 et une remontée
des éléments stresseurs au temps 4 pour les parents dont les enfants n'ont pas de besoins particuliers. Maintenant, je vous présente un peu la discussion ou les éléments ou les facteurs qui pourraient influencer les différentes variations qu'on constate et notamment les différents seuils aussi de problématiques ou l'adaptation des parents. Donc, certains éléments, en fait, qui pourraient nous surprendre, c'est le fait que les chercheurs, de façon générale, rapportent des niveaux relativement élevés de difficultés d'adaptation des parents dans plusieurs recherches. Bon, là, il y en a juste une qui est identifiée, mais dans nombre d'autres recherches, les difficultés d'adaptation chez les parents sont bien présentes. Dans le contexte du projet ici, ce qu'on voit, c'est que les scores des parents sont relativement faibles, voire très faibles selon les indicateurs, et cela aux 4 temps de mesure, même si on a présence de certaines variations. On peut penser que la situation familiale, notamment le fait d'avoir des familles qui sont biparentales, le fait d'avoir des revenus qui sont relativement aisés, d'avoir un emploi relativement stable, puis un niveau de scolarité aussi va certainement soutenir l'adaptation des parents. On peut penser notamment le fait d'avoir un niveau de scolarité relativement élevé va aider le parent à appréhender et peut-être à comprendre d'une certaine façon la situation. Le fait d'avoir des revenus familiaux aisés et d'avoir un milieu familial dans lequel chacun peut avoir un espace peut aussi soutenir l'adaptation des parents. Donc, on peut penser que l'ensemble de ces parents disposent de ressources pour s'adapter et répondre à leurs besoins et répondre aussi à ceux de leurs enfants. Donc ça, c'est de façon générale là, pour tous les parents quand on regardait nos premières courbes au début de la présentation. Maintenant, si on regarde ces mêmes courbes, on se souvient qu'on avait une diminution de certains indicateurs au temps 3. On peut penser que cette diminution-là pourrait être en lien, puis ça n'est pas un résultat de cause à effet, c'est bien important de le souligner ici. Simplement, une possible hypothèse serait qu'il y a un assouplissement important des mesures qui étaient présentes à partir de mai 2021 et que ça pourrait faire en sorte que les familles appréhendent de façon différente les indices auxquels elles ont répondu. De plus, on a une perspective quand même relativement positive face à l'arrivée du vaccin qui est arrivé en janvier 2021, mais qui s'est clairement matérialisé et concrétisé finalement pour les gens en mai 2021, puisqu'on a ouvert la vaccination à toute la population et qu'une fois la population vaccinée, il y avait des mouvements de population qui allaient être plus possibles et une réouverture aussi, notamment dans toutes les activités qui sont offertes habituellement durant l'été. On a aussi une fin de scolarité ou une fin d'année scolaire qui pourrait aussi faire en sorte que les parents s'adaptent davantage à la situation ou tout du moins perçoivent une diminution des indicateurs, tout simplement parce qu'ils n'ont plus la préoccupation en lien avec le passage de l'année. On sait notamment qu'au secondaire ou encore même au primaire, les examens du ministère sont révisés et les attentes sont révisées, donc il y a des ajustements qui sont faits. Ça peut diminuer le stress chez les parents de savoir qu'on n'a pas les mêmes attentes et que les enfants vont réussir à passer leur année malgré l'ensemble des conditions qui ont été mises en place pendant l'année, puis peut-être le manque qui a pu se faire sentir au niveau de l'accompagnement scolaire. Perspective de vacances aussi, c'est tout simple, mais des fois, ça peut être positif de savoir qu'on a des vacances en perspective et qu'on va pouvoir profiter d'un temps en famille. Puis, il y a peut-être aussi une certaine habituation, voire une certaine même appréciation positive de certaines mesures. Et je pense au travail à domicile. Aujourd'hui, on est relativement nombreux à prendre plaisir à travailler à la maison certaines journées et c'est quelque chose qui pouvait être en perspective à ce moment-là. Quant à la réaugmentation maintenant de nos indicateurs, notamment le stress vécu, puis le fonctionnement familial, je reste prudente quant au fonctionnement familial. Je pense que détérioration n'est pas nécessairement le bon terme. On a une légère augmentation, mais qui ne signifie pas qu'on a un fonctionnement problématique, mais plus un fonctionnement dans lequel les parents soulèvent un petit peu plus de difficultés dans la résolution des conflits intrafamiliaux.
On reste donc prudent là, dans l'interprétation de ce résultat-là. Mais si on reprend le stress vécu qui était, lui, plus franc, cette augmentation-là pourrait peut-être être associée notamment à une pandémie qui perdure dans le temps. On a eu la vaccination l'année précédente. On est encore dans des défis de 7e vague qui vient de se terminer, qui a été relativement restrictive. Et on a l'impression d'être dans un contexte un peu de sans fin. C'est quelque chose qui s'est installé, qui perdure dans le temps et qui fait en sorte que les parents pourraient présenter plus de stress. Un autre indicateur aussi qui pourrait éventuellement être en lien avec ce retour de stress-là, c'est le retour du travail en présentiel qui commence à être annoncé. Puis le retour à la normale pour l'ensemble des activités aussi. Donc, les examens scolaires doivent reprendre et sont de retour avec des examens du ministère et les attentes sont à nouveau celles qu'on pouvait attendre. Bien qu'il y ait des adaptations, il y a quand même un retour à la normale qui se fait, qui pourrait générer un certain stress. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu l'adaptation des parents dont les enfants avaient des besoins particuliers et les facteurs qui auraient possiblement influencé cette droite dont on se rappelle qui était relativement stable tout au fil des temps de mesure, donc avec un niveau de stress qui était constant comparativement aux autres parents qui, eux, ont varié clairement au temps 3 avec le retour du temps 4 avec un stress qui s'apparentait davantage aux parents à besoins particuliers. On peut penser que le fait que les enfants, même s'ils ne sont pas significativement problématiques ou cliniques sur les échelles du CBCL, ces enfants-là présentent quand même plus de symptômes intériorisés et cela tout au fil de la pandémie. Ça peut donc représenter un certain ou une certaine charge pour le parent à vivre au quotidien finalement. Les exigences demeurent les mêmes, puis on peut penser notamment à l'interruption des services tout au long de la pandémie qui se sont maintenus. Il y a eu des tentatives pour mettre en place du soutien et une certaine forme d'assistance pour les parents et les enfants qui présentaient plus de difficultés. On n'a pas de mesures qui nous permettent d'évaluer est-ce que ces mesures-là ont été implantées puis de façon efficace et bénéfique pour les enfants. Donc, ça reste en suspens, puis ça pourrait rester une question intéressante à se poser. Un élément qui était intéressant, notamment au temps 3, pour ce groupe de parents-là, c'est le fait qu'ils vivaient plus d'événements de vie difficiles. Quand on parle d'événements de vie difficiles, on réfère notamment à des séparations parentales, on réfère à des déménagements, à des décès aussi à l'intérieur de la famille. Donc, il semblerait qu'au temps 3, les parents de ce sous-groupe-là présentaient plus d'événements de vie qui pourraient expliquer le fait que eux soient restés avec un niveau de stress plus élevé aussi. Donc, ça reste des éléments ou des facteurs d'influence possibles pour lesquels on n'a pas de confirmation à ce stade-ci. Ça n'empêche pas que ces parents restent à risque de vivre du stress puis un épuisement parental dont il est important de prendre conscience et de considérer l'incidence sur eux-mêmes, mais aussi sur les enfants et la prise en charge des enfants. Ils demeurent, selon nous, donc une cible à privilégier pour les offres de services, tout comme les enfants. Dans les prochaines semaines, on a un petit peu de travail sur la planche et on souhaite poursuivre le travail d'analyse en considérant bien sûr des variables sociodémographiques, mais aussi en considérant peut-être certains types de diagnostics ou d'identification plus spécifiques chez les jeunes pour venir mieux départager les parents et les trajectoires des parents. Par exemple, est-ce que les parents d'enfants TDAH rencontrent plus de difficultés à s'adapter que les autres parents, par exemple, ou les enfants qui ont des enfants doubles exceptionnels, donc une douance et une problématique neurodéveloppementale? Est-ce que ces parents-là rencontrent plus de difficultés à s'adapter? Dans le contexte de la présentation aujourd'hui, on était moins spécifique, alors qu'on sait qu'on pourrait avoir des résultats peut-être plus spécifiques avec des problématiques plus particulières. On voudrait aussi considérer des éléments en lien avec des indicateurs de pandémie, notamment les jours de confinement, comme le proposait Jessica plus tôt. Là, on a des indicateurs spécifiques à la pandémie qui pourraient être considérés dans le contexte du projet, là, avec notamment les enfants qui vivent l'école à la maison. Ça pourrait être intéressant de s'y intéresser et intégrer aussi davantage la compréhension qu'on a autour des événements de vie qui sont vécus par les familles dans la compréhension qu'on a des différentes variables qui sont significatives.
Pour terminer la présentation, il me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter un projet d'édition sur lequel on collabore avec Jessica puis Georges Taraboulsi, qui est un livre qui va porter sur l'adaptation des familles, des adolescents et de leurs familles en contexte de pandémie de la COVID. On est sur le point définitivement de sortir ce livre-là dans les prochains mois. En fait, on devrait être à même de le soumettre rapidement dans les prochaines semaines. Je vous présente rapidement les différents chapitres que l'on va retrouver et les différentes contributions. On aura donc une introduction là, qui est menée par Georges, puis on va avoir un premier chapitre sur l'adaptation en période prénatale et périnatale qui est dirigé par Jessica. Par la suite, on va regarder l'adaptation psychosociale des enfants à 0,5, 6, 12 et des adolescents avec différentes contributions et chapitres de différents auteurs. Par la suite, on va regarder l'adaptation scolaire des enfants au primaire, au secondaire. On va regarder ensuite l'adaptation des familles et des parents pour arriver à une perspective de santé développementale qui va regrouper un ensemble d'éléments sur les familles. Et on aura certainement un épilogue là, qui a été écrit par Boris Cyrulnik. On est encore en train d'hésiter à savoir où est-ce qu'on place notre épilogue qui va peut-être devenir un prologue. Donc, c'est à définir dans les prochains jours. Je profite de cette présentation pour remercier l'ensemble des étudiants qui ont contribué à un moment ou à un autre à ces projets, de par la collecte de données, de par leur contribution à l'aide de leur mémoire, de contribution à l'aide de leur thèse. Tout ce travail-là est précieux et c'est important de souligner ces collaborations-là qui nous aident grandement dans nos travaux. Voici quelques références qui soulignent le travail qu'on a fait à partir des différents projets. Donc, on vous remercie